levée. The International Criminal Court is now in session. La Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour, bonjour à tous. Madame le greffier d'audience, pouvez-vous appeler l'affaire, s'il vous plaît? The situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the case of the prosecutor against Laurent Gbagbo. We are in open session, Madam President. Je vous remercie. Avant de commencer, je demande aux parties, s'il vous plaît, et parties et participants de se présenter. Le bureau du procureur, s'il vous plaît. Madame la Présidente, honorable juge, l'accusation est aujourd'hui représentée par Madame Sandra Shotters, Christina Varga et Maria Berdekova. Et également, je prends cette occasion pour présenter un nouveau collègue qui s'est joint à notre équipe, M. Lloyd Stang, qui est substitut du procureur. Et moi-même, Éric McDonald. Je vous remercie. Je vous remercie. La défense, s'il vous plaît. Bonjour Madame le Président, bonjour Madame, bonjour Monsieur. Vous connaissez déjà Maître Barouan, Jennifer Naouri, notre assistante légale à côté de moi, et Gaël Buchet, qui est notre case manager. Permettez-moi de vous présenter Barbara Le Guénaïc, qui aide Madame Buchet, et Claire Weiss, qui est notre stagiaire. Et quant à moi, je suis Emmanuel Altit, conseiller du président Gbagbo. Je vous remercie. Le représentant commun des victimes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, bonjour. Les victimes aujourd'hui sont représentées par Monsieur Dimitri Souproun, conseil, et par moi-même, Paulina Massida, conseil principal. Je vous remercie. Le greffe, s'il vous plaît. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges. Sur le banc du greffe, avec moi aujourd'hui, il y a Dairou Santana, qui est le juriste de la détention, ainsi que Peter Van Averbeek, qui est le juriste coordinateur au sein du bureau du directeur des services de la Cour, et donc moi-même, Marc Dubuisson, le directeur des services de la Cour, au nom de Herman Van Eubel, le greffier. Je vous remercie. Et je présente maintenant la Chambre. À ma droite, le juge Hans-Peter Kaul et à ma gauche, la juge Christine Van den Weingert. Je suis Sylvia Fernandez, juge présidente de la Chambre préliminaire 1. La Chambre est assistée aujourd'hui par Monsieur Simon Desmet, Monsieur Simon Grabovec et Mademoiselle Julia Stanke. La Chambre constate l'absence de Monsieur Gbagbo. Avant la tenue de cette audience, la Chambre a expressément demandé que Monsieur Gbagbo soit présent, étant donné que l'objectif de cette audience porte sur l'examen de sa détention. Cependant, la Chambre a été informée du souhait de Monsieur Gbagbo de ne pas assister à l'audience et Monsieur Gbagbo a confirmé ce souhait encore une fois ce matin. La Chambre le regrette, mais accepte que l'audience ait lieu dans son absence. Aujourd'hui, la Chambre tient sa seconde audience en application de la règle 118.3 du règlement de procédure et des preuves. À la suite de cette audience, la Chambre réexaminera sa décision sur la détention de M. Gbagbo avant le 11 novembre 2013, conformément à la limite du temps qui est imposée par la règle 118.2 du règlement des procédures et des preuves. La Chambre a examiné les conditions de détention de M. Gbagbo le 11 juillet 2013 et a décidé que M. Gbagbo devait rester en détention.
Dans sa prochaine décision, la Chambre, dans le cadre de l'article 63 du statut, pourra modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie. Le but de la présente audience est par conséquent de donner aux parties et aux participants la possibilité de formuler des observations pertinentes à cet égard. À ce titre, je voudrais faire référence à l'appel de la défense contre la décision de la Chambre du 11 juillet 2013, qui est toujours en cours devant la Chambre d'appel. Comme établi dans la décision du 3 octobre 2013, si la Chambre d'appel rend son jugement avant le 11 novembre, la Chambre déterminera à la lumière du jugement de la Chambre d'appel s'il est nécessaire et approprié d'accorder aux parties et participants l'opportunité de soumettre des observations supplémentaires. Je rappelle aussi que la Chambre a affirmé que sa décision du 11 juillet 2013 ne porte pas préjudice à la possibilité de considérer la libération conditionnelle de l'accusé si une solution viable, accompagnée des conditions appropriées, peut être trouvée. La Chambre continue de porter attention à cette possibilité et a ainsi commencé à explorer les options envisageables en consultation avec le greffier. À présent, j'aimerais faire quelques annonces afin que l'audience d'aujourd'hui se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons à notre disposition 2 sessions de 90 minutes, tout d'abord jusqu'à 11 heures, puis après la pause de 11h30 à 13h. Dans un instant, je donnerai la parole au procureur qui sera suivi par le représentant des victimes qui sera quant à lui suivi par le représentant de la défense. À la fin, la Chambre donnera aux parties et aux participants l'opportunité de formuler des brèves observations additionnelles en réponse à ce qui sera dit. Comme toujours, je demanderai à tous les interlocuteurs de parler lentement et de faire suffisamment de pauses pour permettre l'interprétation. Comme précédemment déclaré, cette audience sera publique. Exceptionnellement, certaines parties de l'audience pourront être poursuivies à huis clos ou à huis clos partiel. Suite à la requête de la défense, la session publique de l'audience d'aujourd'hui sera suivie par une section ex parte au sein de laquelle seule la défense et les représentants du greffe participeront. Si nécessaire, une 3e session pourra être tenue à 14h30, de 14h30 à 16h cet après-midi. Je me tourne maintenant vers le procureur, M. MacDonald. Vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je crois que, avant de débuter sur les questions de fait, il est bon de revenir sur le contexte juridique dans lequel nous nous trouvons. Et encore une fois, les obligations de la Chambre et des parties au regard, entre autres, de la décision ou des décisions de la Chambre d'appel lorsque nous sommes donc dans le cadre d'une révision à venir le 11 novembre. La Chambre elle-même, dans cette 3e décision du 11 juillet, a fait référence à cette jurisprudence. Et avec votre permission, j'aimerais néanmoins la citer dans le cadre de cette audience publique, y compris les obligations du procureur dans sa présentation de ce matin. Alors ici, au terme de l'article 60,
la Chambre doit réévaluer la décision de maintien en détention afin de déterminer s'il y a eu une évolution dans les circonstances l'ayant motivé et s'il existe des circonstances nouvelles ayant une incidence sur les conditions énoncées à l'article 58, paragraphe 1 du statut. Alors, pour cette raison, la Chambre ne saurait se contenter d'examiner les arguments avancés par la personne détenue. Elle doit mettre en balance les arguments du procureur et ceux de la personne détenue. Elle doit aussi examiner toute autre information pertinente. Enfin, dans la décision qu'elle rend à l'issue du réexamen, la Chambre doit exposer clairement les raisons de ses conclusions. Alors, on retrouve ceci au paragraphe 52, in fine, de la décision dans l'affaire Bemba, décision numéro 10-19, et je citais donc la traduction française. Également, alors, comment définir l'évolution des circonstances ou le changement de circonstances? Encore une fois, dans la même décision de la Chambre d'appel, dans l'affaire Bemba numéro 10-19, je cite du paragraphe 51, « La condition de l'évolution des circonstances, énoncée à l'article 60, paragraphe 3 du statut, implique soit un changement intervenu dans certains faits, sinon tous, ayant motivé une précédente décision de maintien en détention, soit un fait nouveau convainquant la Chambre qu'une modification de sa précédente décision est nécessaire. » Et enfin, la Chambre d'appel, suite à cette décision, en mars dernier, donc en mars 2012, est revenue au paragraphe 1 et je réfère donc à la décision 2159 et je vais citer, il n'y a pas de traduction française, je vais citer en anglais. In reviewing a ruling on release or detention under Article 60, paragraph 3 of the statute, the pretrial or trial chamber needs to consider whether there are changed circumstances. If there are changed circumstances, the pretrial or trial chamber will need to consider their impact on the factors that form the basis for the decision to keep the person in detention. If, however, the pretrial or trial chamber finds that there are no changed circumstances, that chamber is not required to further review the ruling on release or detention. Alors, la question aujourd'hui, nous vous soumettons respectueusement et tout simplement de décider, dans un premier temps, y a-t-il des changements de circonstances, oui ou non? S'il n'y en a pas, l'exercice s'arrête. S'il y en a, vous devez déterminer quels sont les impacts ou l'impact de ces changements sur votre dernière décision. Quelles sont les obligations du procureur aujourd'hui? Encore une fois, je reviens à la décision 10-19, paragraphe 51 dans Bemba, où la Chambre d'appel a bien affirmé que l'accusation a comme obligation de présenter des conclusions indiquant s'il y a eu une évolution des circonstances qui avaient précédemment motivé la décision de maintien en détention. Et nous avons, je l'affirme, le devoir donc de porter à l'attention de la Chambre toute information pertinente que nous savons liée à la question de la détention ou de la mise en liberté. Alors, le devoir de l'accusation aujourd'hui est d'informer la Chambre sur ces changements s'il y a lieu, de donner l'information pour que la Chambre puisse rendre une décision éclairée. Alors, voici les informations que nous avons à notre disposition et que nous croyons importantes, au-delà des documents que nous avons fait parvenir à la Chambre lundi de cette semaine. Et pour certains de ces sujets, donc, nous devrons aller brièvement en audience à huis clos partiel.
Excuse-moi, vous voulez passer à... Pas Nicolas Barth- immédiatement. Ah, OK. J'annonce que je vais faire une demande en ce sens dans les minutes à venir. L'une des questions dans la dernière décision et dans les différentes écritures est cette question de 2 comptes bancaires. L'un de Mme Gbagbo et l'autre un compte conjoint de Monsieur et Madame. Et 2 comptes bancaires que la Chambre avait identifiés qui ne sont pas les mêmes que ceux identifiés dans le rapport du groupe des experts. Nous sommes en audience publique. C'est la raison pour laquelle il faut décrypter un peu ce que je dis, mais je veux éviter d'aller en audience à huis clos partiel inutilement. Car ce que je vais dire peut être dit publiquement, sans rentrer dans des détails qui pourraient être de nature de la vie privée. Essentiellement, l'accusation ne sait pas encore aujourd'hui si ces 2 comptes sont gelés, malgré les demandes répétées que nous avons faites aux autorités ivoiriennes en ce sens. Nous avons, dès 2012, lorsque nous avons appris la connaissance de ces 2 comptes, nous avons demandé à ce qu'ils soient gelés. Mais nous n'avons jamais eu d'information officielle à savoir si ces 2 comptes étaient gelés ou non. Ces 2 comptes, nous avons, obtenu l'existence, des informations concernant l'existence de ces 2 comptes en février 2012, alors que nous avons fouillé la résidence présidentielle, donc la résidence, la demeure de M. Gbagbo et de Mme Gbagbo. Et c'est là que nous avons vu des relevés bancaires. Partant de là, nous avons fait donc des demandes, des requêtes auprès des autorités ivoiriennes pour obtenir plus de détails, à savoir si ces comptes contenaient des sommes d'argent ou non. Concernant le compte de Madame, au nom de Madame, nous savons que plusieurs sommes d'argent ont transité de 2003 à 2009, d'importantes sommes d'argent, mais qu'à la fin 2009, le compte était à 0. Par la suite, nous n'avons aucune information de 2009 à ce jour. Quelles sont les sommes qui ont transigé par ce compte, malgré nos demandes? Concernant le compte conjoint, nous n'avons aucune information à savoir quelles sont les sommes dans le compte ou quoi que ce soit. Nous connaissons l'existence de ce compte. Nous savons que dès avril 2012, il était toujours existant. Mais comme je vous le mentionne, nous avons demandé à ce qu'il soit gelé. Indépendamment de est-ce qu'il est gelé ou non, nous avons demandé à ce qu'il soit qu'on saisisse donc toute activité et qu'on empêche toute activité sur ce compte. Je crois qu'un détail important, alors ceci donc est l'état des lieux en ce qui a trait à ces 2 comptes bancaires. Il est fait état dans les écritures antérieures, soit de la défense ou encore dans le fameux rapport du groupe des experts, et j'y reviendrai à ce sujet, et aux insinuations totalement déplacées de la défense à ce sujet. Et Gbagbo avait plusieurs comptes. Il n'avait pas que ces 2 comptes, donc ils en avaient plusieurs, dont des comptes à la BFA. La BFA, juste pour qu'on soit clair, il s'agit de la Banque de financement de l'agriculture à Abidjan, Côte d'Ivoire. La personne, le directeur général de cette banque, est le gendre de Mme Gbagbo. Le gendre de Mme Gbagbo est maintenant en exil, avec d'autres administrateurs de d'autres banques, dont la Chartered Bank. Et on présume qu'il se trouve au Ghana. Mais on n'a pas d'informations certaines, outre que des open source, si on veut, qui ne sont pas nécessairement des plus fiables. Mais une chose est certaine, il est en exil. Il est sur cette liste de tous les exilés qui étaient proches du gouvernement de M. Gbagbo.
durant la crise post-électorale, d'importantes sommes d'argent ont été transférées, utilisées, car M. Gbagbo devait se maintenir au pouvoir en utilisant, entre autres, de l'argent de l'État pour payer les salaires des employés, et ainsi de suite. Et dans le cadre de ces activités, malgré les sanctions économiques de la communauté européenne et du Conseil de sécurité des Nations unies, d'importantes sommes d'argent ont transité des différentes banques, dont la BFA, et ce, à l'extérieur du pays. Alors, lorsqu'on parle de moyens, il y a en ce moment un contingent d'exilés d'anciens du régime Gbagbo qui sont au Ghana. La question demeure, comment font-ils pour survivre? Alors oui, il y a ce network, ce groupe d'exilés dont même les annexes soumises par la défense dans son écriture de lundi font référence. Alors la question est, indépendamment des comptes, qu'ils soient gelés ou non, des sommes d'argent, qu'ils soient gelés ou non, cette question des moyens financiers est hautement liée également au réseau de soutien qui soutiennent, si on veut, l'image et l'attrait que peut avoir et l'influence que peut avoir M. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ce groupe d'exilés organisé, bien organisé, a les moyens nécessaires, compte tenu de leur ancienne position, compte tenu de leurs moyens financiers, pour soutenir leurs activités au Ghana, mais également soutenir les activités d'influence auprès de influence politique ou autre auprès de la Côte d'Ivoire. J'aimerais maintenant discuter de la situation sécuritaire. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, de manière générale, s'est améliorée depuis les derniers mois. Ceci était d'ailleurs se manifestait d'ailleurs dans votre dernière décision. La Chambre l'a noté. Alors, le changement qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas régression de la situation sécuritaire. Cette situation sécuritaire se maintient, telle que notée par la Chambre dans sa dernière décision, et tend certainement vers une amélioration, ce qui est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il faut quand même noter, il faut aussi noter, quoique les critères sont différents en matière de sécurité nationale et sécurité de leurs membres, les Nations unies à Abidjan ont abaissé le niveau de menace, si on veut, le threat level, pour maintenant faire une mission où les employés peuvent être accompagnés de leur famille, ce qu'on appelle Family Duty Station, mais à Abidjan, se limitant à Abidjan. Alors, ceci est à souligner, ce qui est représentatif, évidemment, d'une amélioration des conditions sécuritaires. Toutefois, évidemment, ceci n'empêche pas qu'il y a il y a une criminalité toujours organisée, compte tenu du flot d'armes illégales au sein de la population civile ivoirienne. Également, comme d'ailleurs la défense peut le noter dans ses annexes, il y a aussi une amélioration au sein de la frontière avec le Ghana et le Libéria. C'était noté la dernière fois. C'est encore où la situation, est toujours la même et va vers l'amélioration. Effectivement, compte tenu de la coopération qu'il peut y avoir entre les autorités ghanéennes
et libérienne avec la Côte d'Ivoire. J'aimerais maintenant, si vous le permettez, aller brièvement en huis clos partiel pour discuter de certaines questions concernant la santé de M. Gbagbo et également la question d'un pays hôte. Avec votre permission, s'il vous plaît. Oui, et nous allons passer à huis clos partiel. Je m'excuse auprès du public. Pour quelques instants, vous ne pourrez plus écouter ce qui se passe dans la salle, mais nous revenons après dans une session publique. S'il vous plaît. Pardon.